on peut laisser la place à notre intervenant de ce soir. Voilà. Bon, alors, c'est bien. J'espère convaincre tout le monde, dont Monsieur Laurent, de l'intérêt de faire du vélo. Bon, alors bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur cette petite présentation. Donc, effectivement, des voyages en vélo et donc à destination de la France. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple en termes de déplacement, même si en ce moment, avec les confinements, tout devient compliqué. Mais bon, alors donc ces voyages en vélo, chose importante à mentionner, ils s'adressent donc vraiment à tout le monde, n'importe qui a une forme physique, tout ce qui est de plus classique peut faire ces voyages en vélo. Donc effectivement, alors pour quelles raisons? Parce qu'on a tout axé là-dessus, on a axé pour notre obsession a été de cibler en tout cas des gens qui n'auraient pas fait de vélo depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui auraient envie de s'y remettre et qui, pourquoi pas, de faire un petit voyage en vélo. Ça fait toujours un peu rêver, mais ça peut souvent faire peur au niveau sportif. On a toujours un peu l'inquiétude de ne pas pouvoir être au niveau. Donc, nous avons tout fait pour que ça ne soit pas un problème. Et donc, le principe de base, c'est que tous nos vélos sont des vélos à assistance électrique. C'est une technologie qui a beaucoup progressé, qui s'est démocratisée ces dernières années. Donc évidemment, ces vélos ont à peu près 5 niveaux d'assistance et c'est vrai qu'ils sont, ils sont extrêmement efficaces, même si vous vous trouvez au pied d'une montée extrêmement raide, eh bien, il suffit de grimper l'assistance électrique et là, vous allez voir que vous allez pouvoir monter cette côte sans aucune difficulté. Donc, effectivement, oui, tous nos vélos sont à assistance électrique, d'une part. D'autre part, nous avons sélectionné des parcours qui sont essentiellement plats. Il faut savoir que même sur un vélo classique, en fait, sur du plat, c'est très, très facile. Ce qui est difficile en vélo, c'est le dénivelé, bien sûr. Ce sont les côtes à monter. Donc là, on a un vélo assistance électrique, mais en plus, on est sur des parcours où il y a très, très, très peu de montées. En général, on suit des cours d'eau. Donc, quand on suit des cours d'eau, il n'y a pas de côte. Et puis également, donc on a autre point important au niveau du confort. Quand on voyage, il nous faut des effets personnels. Et c'est vrai que si on prend ces effets personnels avec soi, ça pèse un certain poids, veut pas. Donc on a prévu au quotidien le transport de vos valises. Les valises seront transportées au quotidien. Donc c'est très simple. Une fois qu'on part le matin, qu'on quitte son hôtel, on laisse sa valise à la réception. Il y a un transporteur qui vient, qui prend votre valise et le soir, quand vous arrivez à votre hôtel du soir, votre valise vous attend à nouveau. Donc, pas besoin d'avoir à s'enquiquiner à transporter ses effets personnels. Et puis, dernière des choses, on a prévu donc également le rapatriement des vélos. Généralement, quand on loue un vélo, on doit le ramener chez son loueur. Et bien là, vous allez le voir, on a prévu des parcours qui sont en ligne droite. Finalement, on part à un point, on termine 3 ou 4 jours plus loin à l'étape finale. Et là, on a prévu le rapatriement des vélos. Vos vélos sont repris en charge et sont ramenés chez le loueur sans que vous ayez à gérer ce problème. Généralement, on est obligé le dernier jour de remonter dans un train. On a son vélo dans une main, la valise dans l'autre. C'est quand même pas très pratique. Et on doit retourner chez son loueur, ramener son vélo. Et bien là, on a réglé ça avec le rapatriement des vélos. Donc voilà, donc ce sont des parcours qui sont avec un faible kilométrage quotidien. Les grandes étapes, c'est 3h30, 4 heures de vélo. On a compté en plus extrêmement large quand on parle du temps de vélo. Mais la plupart des étapes représentent entre 2 et 3 heures de vélo quotidien sur du plat, je le répète, avec vélo assistance électrique. Donc c'est extrêmement facile. Ces voyages ne représentent aucun challenge sportif, même si vous n'avez pas fait de vélo depuis 20 ans et que vous êtes malgré tout en forme, eh bien, vous pourrez faire ces parcours sans aucune difficulté. Donc, je vais vous montrer un petit peu on a mis en avant 3 parcours et je vais vous les montrer au quotidien de façon à ce que vous voyez un petit peu ce que ça représente. Donc, on a 2 parcours qui sont sur la Touraine, puisque la région de la Touraine est non seulement une très belle région, mais en plus, il y a eu un gros investissement qui a été fait régionalement sur une piste cyclable qui longe la Loire, qui s'appelle la Loire à vélo. Et c'est une piste qui a beaucoup de succès, puisqu'elle compte plus d'1,2 million cyclistes chaque année qui l'empruntent. Donc, deux parcours sur la Touraine, qui est une très belle région où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, vraiment, c'est facile d'y monter des parcours. Et puis, un 3e parcours qui a été monté sur une autre très, très belle région, qui est la région de la Bourgogne.
Voilà. Donc, on va commencer avec ce premier parcours qui part de la ville de Tours et qui se rend jusqu'à la ville de Saumur. Donc, on est sur un parcours de 5 jours, 4 nuits. Et vous voyez la tarification qui est là, 595 € pour ce parcours. Alors, on a une petite carte qui nous image un petit peu le parcours. Donc, vous voyez que, bien sûr, on va longer la Loire en fait sur une grande partie du parcours. On va juste faire un petit écart pour rejoindre la ville de Chinon, qui est magnifique et qui vraiment mérite le détour justement, avant de reprendre le fil de notre périple jusqu'à la ville de Saumur. Donc, vous allez voir, c'est des très très belles étapes. Alors, au niveau hôtelier, c'est aussi un point important au niveau du confort. Ce n'est pas le confort qu'on apprécie dans la journée, mais on l'apprécie le soir. Nous avons prévu des très beaux hôtels. Je vais vous montrer quelques photos des hôtels. Là aussi, on a voulu privilégier que des 3 et des 4 étoiles de charme. C'était le point le plus difficile d'ailleurs quand on monte des voyages en vélo en France. La grande difficulté, c'est la partie hôtelière. Il faut savoir que dans les petites villes touristiques, on trouve très très peu d'hôtels dans le cœur des centres-villes et on trouve très très peu d'hôtels de qualité. Donc, on se voyait difficilement vous montrer des choses magnifiques dans la journée et puis le soir arriver sur un hôtel très décevant, 2 étoiles. On pensait que c'était un petit peu triste. Donc, on a ciblé, on a choisi des beaux hôtels. Je vais vous montrer quelques photos. Vous allez voir ça, c'est une belle hôtellerie. Donc, on commence à Tours avec le grand hôtel de Tours. Donc, c'est un hôtel qui est situé juste à côté de la gare. Vous la voyez, la gare de Tours, elle est magnifique. Une très, très belle gare avec des magnifiques fresques à l'intérieur. Et donc, alors, on a choisi à côté de la gare parce qu'on s'est dit qu'évidemment, si vous le désiriez, c'était quand même chouette de pouvoir faire ce parcours en y allant en train. Comme ça, on n'a pas à s'embarrasser de sa valise. Et on a tout prévu de façon à ce que vous puissiez faire ce voyage sans aucune difficulté, même si vous n'avez pas votre voiture. Par contre, si vous voulez venir en voiture, aucun problème, on signalera les parkings longue durée et on peut très bien arriver et repartir de ces périples avec sa voiture. Donc, le Grand Hôtel de Tours, qui est un très bel hôtel art déco, donc vous le voyez, situé juste à côté de la gare. Donc, si on arrive en train, c'est vraiment très facile. On a une centaine de mètres à faire. On traverse le parvis de la gare et on arrive à notre premier hôtel. Donc, à partir de là, on peut se rendre chez le loueur, aller chercher son vélo. Et l'hôtel est équipé donc d'un local à vélo, comme tous les hôtels que nous avons sélectionnés. Et donc, on peut passer donc sa première journée pour aller visiter la ville de Tours, qui est magnifique. Voilà. Et puis ensuite, le soir, après le dîner, on rentre à son hôtel et le lendemain matin, on peut commencer son périple avec son vélo. Voilà. Et donc, cette première matinée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on laisse sa valise à la réception et elle vous attendra à votre hôtel le soir. Donc, cette première étape, c'est l'étape la plus importante que nous avons mis en place. Donc, c'est une étape qui court entre Tours et Chinon. Donc, on a 60 km. Donc, on a mis à peu près environ 4 heures. Donc, c'est vraiment, on a prévu un temps de route qui est extrêmement long, puisque vraiment, avec ces vélos assistance électrique, on roule sur du plat. Donc, faire 20 km/h est vraiment d'une facilité déconcertante. Ces vélos, d'ailleurs, sont même faits pour qu'au-dessus de 25 km/h, l'assistante se coupe, puisque c'est vrai que c'est très facile d'atteindre les 25 km/h avec ces vélos. Voilà, donc une première étape très, très riche, puisqu'on a déjà d'abord des paysages le long de la Loire qui sont magnifiques. La Loire, c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Donc, c'est un cours d'eau vraiment superbe, un cours d'eau sauvage. Donc, le lit de la Loire change à chaque crue. Et donc, les bords de la Loire ont été très peu urbanisés à cause de ces crues qui peuvent être très violentes. Et donc, ça nous laisse des paysages qui ont gardé un côté très sauvage. Donc, c'est très, très agréable. Et puis, bien sûr, il y a les châteaux de la Renaissance. Donc, on commence avec le château de Villandry, qui est un jardin à la française, qui est sans doute un des plus beaux châteaux des jardins à la française qui nous est resté aujourd'hui. Et puis également donc le château de Rigny-Hussé, qui a inspiré d'ailleurs l'auteur de La Belle au Bois normand, qui est un très très bel exemple de château de la Renaissance. Et puis donc on le voit sur l'image de droite, on arrive en fin de journée à la ville de Chinon. Donc Chinon, qui est une ville moyenâgeuse qui garde une forteresse vraiment imposante, car c'est là que le roi de France a vécu pendant de nombreuses années. C'est dans cette forteresse d'ailleurs que Jeanne d'Arc est venue rencontrer le roi de France pour la première fois.
Et c'est là qu'ils ont décidé la reconquête de notre territoire. Voilà. Et donc, la ville de Chinon est magnifique avec beaucoup de maisons de la Renaissance. Donc, notre hôtel pour ce soir-là, ça sera l'hôtel Diderot, qui est situé donc, dans la ville historique. On rentre dans cette cour, on a encore un local pour mettre nos vélos. Chaque chambre est meublée avec un mobilier d'époque. Chaque chambre est différente. Voilà, le matin, on prend son petit déjeuner dans la cour. Et puis, avant de reprendre son périple. Voilà. Et puis le soir, eh bien, c'est très facile de se rendre dans la ville et d'aller trouver un restaurant qui nous plaît. Donc l'étape d'après, eh bien, on va quitter Chinon, on va longer la Vienne cette fois-ci, avant de rejoindre à nouveau la Loire. Donc c'est une piste cyclable très agréable elle court au milieu de la forêt et dans la campagne. Donc c'est vraiment un endroit où la plupart du temps on est sur une piste qui est uniquement cyclable. Donc on n'a aucun risque d'y croiser des voitures ou quoi que ce soit. Voilà. Et puis donc on rejoint à nouveau la Loire au niveau de Moncereau, qui est une très très jolie ville. Voilà. Et puis on peut déjeuner, par exemple le midi. Il y a beaucoup de terrasses qui donnent sur la Loire qui sont très agréables. Et puis, une fois qu'on a terminé, eh bien, on peut continuer notre périple avec comme étape finale Fontevraud. Alors, Fontevraud, c'est un très joli petit village, mais c'est surtout une abbaye gigantesque, une des plus grandes abbayes de la chrétienté, cette abbaye de Fontevraud. Alors, elle est très, très belle, elle est très intéressante à visiter. En plus, là, il y a une partie de l'abbaye qui vient d'être transformée en musée, puisqu'il y a un très, très riche collectionneur parisien qui vient de donner à l'abbaye de Fontevraud sa collection. Donc, il y a une centaine d'œuvres d'art qui sont assez exceptionnelles à voir. Mais l'abbaye en elle-même est vraiment incroyable. Et puis donc, alors voilà, j'ai quelques images de la Loire dont je parlais tout à l'heure avec ses gabarres. Et puis, voilà, les petits villages qu'on peut rencontrer le long de la Loire. Donc, c'est vraiment des paysages qui ont très peu changé en fait au fur et à mesure des siècles. C'est assez exceptionnel. Et donc, on voit cette abbaye de Fontevraud. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le soir, elle est illuminée, toutes les salles sont visibles, mais l'abbaye est fermée au public le soir. Mais malgré tout, donc, il y a une partie de l'abbaye qui a été transformée en hôtel, un hôtel 4 étoiles. Et donc, nous avons choisi cet hôtel. Et ce qui est très, très agréable, eh bien, c'est que les gens qui demeurent à l'hôtel peuvent avoir accès à l'abbaye le soir. Donc, c'est assez exceptionnel puisque vous voyez, on a l'abbaye à soi. L'abbaye est immense. En faire le tour prend plus d'1 heure. Les salles sont gigantesques. Et donc, le soir, eh bien, les gens qui demeurent à l'hôtel ont l'abbaye pour eux et ils peuvent s'y promener sans aucun autre visiteur. C'est quelque chose de quand même d'assez exceptionnel. Voilà, donc on voit quelques images de l'hôtel. Donc c'est un très très bel hôtel qui a été transformé par la région. Et donc ils ont mis des moyens financiers très très importants dans la rénovation, de façon à faire un très très beau 4 étoiles, tout en préservant l'esprit du lieu. Voilà, donc tous les matériaux sont des matériaux de qualité et qu'on pouvait retrouver au Moyen Âge et à la Renaissance. Voilà, donc c'est très très bel hôtel. Voilà, donc ensuite, eh bien, on va reprendre notre périple, on va repartir de Fontevraud, on va à nouveau regagner la Loire. Et donc là, c'est plutôt il y a 2 choses qui vont nous attendre dans cette journée-là. D'abord, ce sont les villages troglodytes. Donc, on en trouve une pierre magnifique dans la région de la Touraine. C'est ce tuffeau, cette pierre calcaire qu'on trouve entre autres tout le long de la Loire. Et donc, au fur et à mesure des siècles, à partir du Moyen Âge, eh bien, cette pierre a été exploitée, des carrières ont été formées, et donc on a des galeries, des kilomètres de galeries qui ont été percées pour aller chercher ces pierres. Et donc, c'est avec ces pierres qu'on a bâti les châteaux, les fameux châteaux de la Loire, mais avec lesquels on a aussi bâti les églises et tous les villages environnants. Donc, au fur et à mesure, eh bien, il y a des immenses galeries qui ont été formées. Et donc, ces galeries ont été transformées au fur et à mesure des siècles. Elles ont été consolidées. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'y sont installés et qui ont transformé ça en maison. On a transformé ça également en grange où on pouvait entreposer le vin, puisque c'est une région viticole, bien sûr. Voilà. Et donc, les pistes cyclables, eh bien, ce qui est assez incroyable, passent à travers ces galeries. Donc, on peut rouler pendant plusieurs kilomètres en passant comme ça dans les galeries de tuffeaux. Donc, il y a beaucoup de panneaux qui ont été faits également pour nous expliquer, bien sûr, l'histoire du lieu. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, une des villes les plus connues, c'est la ville de Turquam, mais toutes les villes qui sont le long de la Loire à ce niveau-là, eh bien, sont percées de grottes et de galeries. Et donc, on peut s'y déplacer comme ça en vélo.
Donc, on va pouvoir faire ça pendant un bon moment, pendant un bon 2 heures. C'est vrai que c'est assez surprenant de visiter ce genre d'endroit avec son vélo. Et puis ensuite, on peut remonter sur le coteau, hein, sur le haut de la falaise. Et là, on a toute une région couverte de vignobles, hein, qui nous attend jusqu'à Saumur. Donc, c'est vraiment une très belle journée. Et puis donc, vous voyez sur l'image de droite, là, le fameux château de Saumur, encore un beau château Renaissance. Et donc, en sortant des vignobles et avec son vélo, eh bien, on tombe directement sur le château. Donc, la piste cyclable nous fait passer d'ailleurs à travers le château. Et ensuite, on redescend dans la ville moyenâgeuse et Renaissance, hein, de Saumur. Et on va pouvoir se rendre à notre hôtel du soir. Voilà, donc notre hôtel qui est un très bel hôtel, hein, l'hôtel d'Anjou. Voilà, donc qui est un 4 étoiles. Donc, on est vraiment au pied du château, là, du château Renaissance. Donc, le matin, on prend son petit déjeuner et puis on lève un petit peu le nez. Et on a juste au-dessus de nous le château de la ville qui est vraiment magnifique. Vous voyez une petite image, voilà, qui vous donne un peu la vue qu'on peut avoir le matin en prenant son petit déjeuner. Voilà, donc c'est le premier parcours qu'on vous a proposé. Donc le deuxième, eh bien, on va aller de Blois à Tours. Donc on reste dans la région de la Touraine, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une région extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses à voir. Hein, donc là encore, eh bien, on peut arriver à Tours en TGV et ensuite de Tours, eh bien, en tout cas, si on veut venir en train, on peut remonter dans un TER. Il y en a à peu près toutes les 30 minutes. Le billet coûte 5 euros et hop, on repart de Tours jusqu'à Blois en l'espace de 20-25 minutes. Voilà, et là encore, eh bien, on peut très facilement se débrouiller en arrivant à la gare de Blois, on prend sa petite valise et puis on se rend à l'hôtel. C'est à peu près 10 minutes à pied. On prend sa chambre et puis ensuite, on peut aller chercher son vélo. Donc là, on a 3 hôtels qui nous attendent puisqu'on va passer 2 nuits sur Amboise. Donc à Blois, on a sélectionné le Novotel. À Chambord, on est au Relais de Chambord, qui est le plus bel hôtel de la région. Et puis à Amboise, à nouveau, un Novotel. Là, on a de la chance d'avoir des beaux hôtels de la chaîne Accor et qui sont bien situés par rapport au centre historique. Voilà, donc le Novotel de Blois, qui est un hôtel très confortable, hein, qui a été rénové il y a de ça 5 ans. Voilà, donc un produit très moderne et très agréable. Donc notre première étape, eh bien, vous voyez, on a une petite étape, 35 km, donc on a mis 2 heures, en comptant toujours très large comme d'habitude. Et donc on va quitter Blois, on va passer par le château de Cheverny et on va arriver à Chambord en toute fin de périple. Donc le château de Cheverny, c'est un château qui est joli sur l'extérieur, mais qui a surtout une collection de meubles, de vêtements d'époque, etc., qui est très riche. Hein. C'est très rare de voir un château qui est encore exactement avec son mobilier 19e. Voilà, donc c'est une belle découverte à faire au niveau des décors intérieurs. Et puis, bien sûr, on arrive au magnifique château qu'a fait bâtir François Ier, un château de Chambord qui est considéré comme en tout cas, un des plus beaux hôtels, enfin pas un des plus beaux hôtels, mais un des plus beaux châteaux de la région. Et puis donc, on a le Relais de Chambord. Donc là encore, on a choisi donc un très bel hôtel. Hein, je vous l'ai dit, c'est un des plus bels hôtels de la région, qui est un 4 étoiles et qui se trouve dans le parc du château. Donc là encore, eh bien, les visiteurs quittent le château en fin d'après-midi. Et nous, eh bien, on a une vue assez exceptionnelle sur le château et sur les jardins. Et on peut aller se promener dans les jardins. On ne peut pas rentrer dans le château parce que là, bien sûr, c'est vraiment une pièce, vraiment, l'hôtel, le château est fermé, bien sûr, le soir. Ça serait trop dangereux de le laisser ouvert. Mais par contre, on peut se promener tout autour. Et donc, on a une magnifique vue le soir quand le soleil se couche et au matin également au réveil. C'est vraiment assez exceptionnel d'être face à ce château. Voilà, donc vous voyez un très bel établissement. On est dans du 4 étoiles, là encore. Beaucoup très confortable et puis surtout cette vue, voilà, vous voyez la vue le soir au dîner ou le matin au petit déjeuner, on a une vue assez exceptionnelle sur le château de Chambord. Voilà, donc ensuite, eh bien, on va reprendre nos vélos, on continue notre périple. Donc là encore, eh bien, on va longer la Loire. Donc vous voyez toujours ces paysages le long de la Loire, hein, qui sont très sauvages. Il y a beaucoup de plages, des plages de sable fin, exactement comme on pourrait trouver dans les Caraïbes. Donc l'été, dès qu'il fait chaud, on peut bien sûr, si on a envie, aller piquer une petite tête. Hein, et le fleuve a une température très agréable. Et donc, il ne faut pas hésiter. Donc, on va quitter Chambord, on va repasser par Blois. Donc, si on n'a pas visité Blois la veille, on va pouvoir le faire, visiter Blois cette journée-là, voir son château. On va passer par Chaumont et on va terminer notre périple à Amboise.
Voilà, donc la ville de Blois avec son célèbre château, hein, avec son célèbre escalier aussi, dont vous avez tous entendu parler, vous avez tous dû aller le voir un jour ou l'autre dans votre vie. Voilà, et puis donc la ville de Blois a fait des efforts énormes ces 20 dernières années. Ils ont fait, la ville s'est extrêmement bien rénovée avec beaucoup de rues piétonnes. Donc, on n'est pas obligé de faire uniquement, de s'intéresser uniquement à l'histoire. On peut profiter de Blois. Il y a beaucoup de bars, de restaurants, beaucoup de magasins. On peut aller se promener. C'est vraiment une très jolie ville. Et puis donc, on va rejoindre Amboise en fin de journée. Voilà, donc avec ce dernier périple qu'on va voir après. Voilà. Donc Chaumont, voilà, et puis donc Amboise, donc avec son château, son célèbre château, château royal. Hein. Là aussi, François Ier est resté très très longtemps dans son château pendant que Chambord était en construction. Et donc un château très impressionnant du Moyen Âge qui ensuite a été transformé à la Renaissance. Voilà. Et puis à côté, eh bien, vraiment juste à côté, le château du Clos Lucé. Donc les deux châteaux étaient reliés d'ailleurs par un tunnel qui faisait à peu près 1 kilomètre de long. Et c'est dans ce château que François Ier va accueillir Léonard de Vinci, qui va finir les 3 dernières années de sa vie dans ce château. C'est grâce à cette invitation de François Ier là, que Léonard de Vinci va venir en France. Et donc, c'est grâce à ça que nous avons la Joconde, bien sûr, en France. Hein, sinon, elle aurait dû rester en Italie. Mais voilà, donc le château du Clos Lucé qui est magnifique. Et puis, donc, on a une très, très belle collection de certains objets qui ont été fabriqués par Léonard de Vinci ou des reconstitutions d'objets qu'il a fait. Voilà, donc c'est une étape très intéressante. Voilà, donc on a fini notre périple. Et puis donc, notre troisième périple qu'on vous propose ce soir, eh bien, c'est dans la région de la Bourgogne. Voilà, donc de Dijon jusqu'à Mâcon. Voilà, donc c'est un périple aussi très, très intéressant. Personnellement, c'est mon préféré. Voilà, donc c'est un périple qui commence à Dijon. Donc, on ne dort pas à Dijon. On a prévu simplement une arrivée sur Dijon. Donc là, le loueur de vélo nous attend en fait devant la gare de Dijon. On va prendre son vélo et puis on va laisser sa valise et puis on va pouvoir commencer une première étape qui va aller de Dijon jusqu'à Beaune. Donc c'est là encore des très beaux hôtels qui ont été sélectionnés. Donc l'hôtel de la Poste qui est en 4 étoiles. À Dracy-le-Fort, on a un hôtel de villégiature qui est au milieu de la nature, pas très loin de Chalon-sur-Saône. Et puis, à la fin, la dernière étape qui est à Cluny, l'hostellerie d'Héloïse, qui est juste à côté du centre historique de Cluny. Encore un bel hôtel. Donc, cette première étape, eh bien, elle a 49 km. Donc là, on va suivre la voie verte. Donc, dans tous ces parcours dont je vous parle, eh bien, on suit toujours une voie verte. Donc, ces voies vertes, ce sont des voies cyclables qui ont été mises en place par les différentes régions françaises. Il faut le savoir, en ce moment, toutes les régions investissent en priorité sur le tourisme à vélo. C'est la priorité vraiment de toutes les municipalités, de toutes les régions françaises. C'est la création de ces itinéraires en vélo. Ils veulent qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent en vélo visiter notre pays. C'est vrai que ça génère beaucoup moins de désagréments que la voiture. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Et donc, nos régions investissent largement là-dessus. Donc, on va quitter Dijon par la voie verte. Donc, c'est bien, c'est que maintenant, il y a une signalétique très importante qui a été mise en place. Donc, c'est vraiment très, très simple de suivre ces voies vertes. Un petit peu partout, d'ailleurs, on retrouve dans les offices du tourisme des cartes qui nous expliquent les parcours, etc. On peut trouver de l'information très, très facilement. Donc, cette première étape est assez impressionnante puisqu'on va passer donc à travers la côte, comme disent nos amis bourguignons. Et on va passer donc parmi ces vignobles qui sont parmi les plus réputés au monde. Donc, j'en cite quelques-uns: Gevrey-Chambertin, Vougeot, Romano, Von Romanet, Nuits-Saint-Georges, etc. Voilà, donc que des grands crus qu'on va pouvoir passer au milieu des vignobles. Et puis, en fin d'après-midi, on va arriver à Beaune. On voit une belle image là d'ailleurs des hospices de Beaune. Donc la ville de Beaune a été, pour ceux qui n'y ont pas été depuis longtemps, elle a été vraiment extrêmement bien mise en valeur. C'est sûr que la région bénéficie d'une activité autour du vin qui est extrêmement dynamique. Des gens du monde entier, bien sûr, viennent voir ces vignobles. Donc la ville de Beaune est extrêmement bien rénovée avec de très très beaux hôtels, des très bons restaurants, etc. Là encore, des rues piétonnes, donc on peut se promener, faire du shopping, c'est extrêmement agréable.
Donc, pour notre hôtel ce soir-là, on a pris l'hôtel de la Poste, qui est un ancien relais de poste. Voilà, et donc c'est un hôtel 4 étoiles qui est extrêmement confortable et qui est situé dans la ville historique, dans le centre historique de Beaune. Donc, on peut tout faire à pied. Voilà, donc quelques images de l'hôtel. Vous voyez qu'on est sur un établissement vraiment très confortable. Voilà, donc là, la journée d'après, là, c'est une journée, là encore, très intéressante qui nous attend. Donc, sur la première partie, on va continuer un petit peu au milieu des vignobles. Il y a encore d'autres vignobles assez incroyables qui nous attendent, Pommard, Morceau, Poligny, Montrachet, etc. On a d'ailleurs prévu et inclus une dégustation de vin au château de Pommard. Je ne l'ai pas dit, mais donc dans la partie de la Touraine, on va visiter, en tout cas, on va croiser beaucoup de vignobles. Là aussi, on a inclus des visites de vignobles. Donc, entre autres, à côté de Chinon, un vignoble qui est un vignoble bio en biodynamie. Donc, c'est intéressant parce qu'on rencontre le vigneron, on peut discuter avec lui, il nous explique un petit peu ses techniques. Et donc, on peut faire les dégustations un petit peu partout le long de ses parcours. Donc, on essaie d'être raisonnable, bien sûr, dans les dégustations parce qu'on est dans le vélo. Donc, on goûte et on recrache. Mais ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, les vignerons se sont vraiment bien professionnalisés. Et donc, une fois qu'on a fini ces dégustations, si on a envie, on peut très facilement acheter du vin. On donne son adresse et puis le vin nous est livré directement chez soi. On n'a pas besoin de prendre ça avec nous sur notre vélo. Donc, une début de périple très intéressant, toujours avec des très beaux vignobles, je l'ai dit. Ensuite, pendant 2 heures, on va longer le canal de Bourgogne. Il y a un très, très beau canal en Bourgogne qui fait plusieurs centaines de kilomètres. Alors, nous, on n'a prévu que 2 heures parce que c'est vrai que longer un canal, c'est quelque chose de sympathique. Mais bon, au bout de 2 heures, on a vu plusieurs, un peu toute la vie qu'il pouvait y avoir autour d'un canal. Bon, 2 heures, je considère que c'est suffisant. Voilà. Et ensuite, on va rejoindre notre étape de Dracy-le-Fort, notre étape du soir. Donc là, on est juste à côté de Chalon-sur-Saône, mais c'est vrai que l'entrée dans Chalon, c'est une grande ville dynamique. Alors, on croise des zones commerciales, etc. Là, donc, il y a des pistes cyclables, bien sûr, qui ont été faites. Mais c'est vrai que le centre manque un petit peu de charme. Les pistes cyclables, on longe des zones commerciales qui manquent, elles aussi, un peu de charme. Donc, on a trouvé cet hôtel à Dracy-le-Fort, qui est juste à côté de la piste cyclable et qui est un très, très bel hôtel avec une très belle piscine, des jardins, un spa, etc. Donc, après une journée en vélo, c'est vraiment un endroit idéal pour terminer son périple. Donc, le lendemain, on va reprendre la piste cyclable, qui là est une piste cyclable d'ailleurs très intéressante puisque c'est la plus vieille piste cyclable de France. Elle date de 1994. C'est une ancienne voie ferrée qui a été démontée, qui a été transformée en piste cyclable. Donc là encore, on va quitter ces paysages de vignobles, on va quitter le canal de Bourgogne et là, on va découvrir d'autres types de paysages. Voilà. Donc et là encore, on est donc sur une voie totalement privative, bien sûr, puisque c'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en piste cyclable. Donc, on n'y croise bien sûr aucun véhicule à moteur. C'est très agréable. Donc là, on a beaucoup de choses à voir dans cette journée-là. Là, je le montre déjà avec le château de Cormatin, par exemple, qui est un très beau château de la Renaissance. Donc, tout au long de la journée, en piste cyclable, le long de cette piste, on va pouvoir faire différents arrêts en fonction de ce qui nous intéresse. Voilà, donc on voit une petite photo là, du château de Dracy-le-Fort dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, avec sa piscine, ses jardins. Voilà, c'est une étape très sympa pour finir notre périple. Voilà, donc voilà cette étape dont je vous parlais. Donc, vous voyez entre Dracy et Cluny, et ensuite, après, de Cluny jusqu'à Mâcon, on est sur le tracé d'une ancienne voie ferrée. Voilà, donc c'est très agréable. Là encore, très, très peu, quasiment pas de dénivelé, puisque bien sûr, les trains ne peuvent pas monter des côtes avec des pourcentages importants. Donc, c'est vraiment très facile. Donc, vous voyez, 50 km, on a mis 3 heures. Si on roule au maximum du vélo, qui sera 25 km/h, ce qui est vraiment très, très facile à atteindre quand on est avec un vélo assistance électrique, on pourrait même faire cette étape en 2 heures. Voilà, donc là, on a la journée entière pour la faire. Et donc, on va pouvoir s'arrêter partout où ça nous tente, partout où ça nous intéresse le long de cette journée. Donc, beaucoup de choses à voir. Je vous l'ai dit, on l'a montré à l'instant, une photo du château de Cormatin. Il y a la petite ville de Buxy aussi qui est magnifique. Voilà, et donc, de nombreux arrêts très sympas à faire dans la journée pour atteindre en milieu d'après-midi la ville de Cluny. Donc, je dis la ville, c'est une toute petite ville en fait, Cluny, qui s'est bien sûr bâtie autour de l'abbaye.
Donc l'abbaye de Cluny, ça a été l'abbaye la plus riche de la chrétienté pendant des siècles. Il y avait de nombreuses reliques qui étaient très recherchées, que nos ancêtres voulaient voir, voulaient approcher. Donc l'abbaye de Cluny s'est développée au fur et à mesure des siècles et ça avait constitué un bâtiment gigantesque. Donc une partie du bâtiment a été détruite, ou des différents bâtiments a été détruite à la Révolution, mais une grande partie donc a été préservée. Donc on va pouvoir visiter cette abbaye de Cluny, c'est vraiment très intéressant. Donc là on a notre hôtel, l'hôtellerie d'Héloïse, voilà, qui est un tout petit hôtel qui doit faire 17 chambres, voilà, et qui est très agréable. Et donc là encore, on met notre vélo au local vélo et on peut se rendre à pied pour aller visiter la petite ville de Cluny qui est magnifique et bien sûr visiter donc l'abbaye. Voilà, et puis donc notre dernière étape qui sera entre Cluny et Mâcon. Donc là encore, on va longer l'ancien parcours de la voie ferrée. Voilà, donc c'est une étape qui va être très sympa avec encore des choses assez impressionnantes, et entre autres ce fameux château de Berzé-le-Châtel. Donc c'est un château du Moyen Âge qui est monté sur un contrefort. Donc quand les ingénieurs se sont présentés et qui ont fait cette voie ferrée, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas pouvoir passer, ils n'allaient pas pouvoir monter cette butte qui est vraiment gigantesque. Donc ils ont percé un tunnel. Et donc, pour la petite anecdote, il y a un tunnel donc qui aujourd'hui est une piste cyclable et c'est le tunnel le plus important transformé en piste cyclable. Vous avez 1,6 km de tunnel à prendre avec votre vélo. Donc, bien sûr, il a été totalement aménagé. D'un système d'éclairage a été fait tout le long du tunnel. Donc, mais voilà, pour la petite anecdote, 1,6 km, c'est le tunnel le plus important qui a été transformé en piste cyclable. Et puis donc, quand on sort du tunnel, on a cette vue sur le château qui est assez impressionnante. Et donc, si on a envie, on peut monter la colline. Là encore, je vous l'ai dit, on a l'assistance électrique, donc c'est très facile. Et donc, on peut aller visiter le château, qui était également d'ailleurs une exploitation viticole. Donc, on peut aller là encore faire une dégustation de vin et puis acheter du vin si ça nous intéresse. Voilà, et donc on arrive en milieu d'après-midi à Mâcon, et donc là, on se rend jusqu'à la gare. Et donc, une fois qu'on est arrivé là, on rend son vélo à notre loueur, là encore, qui nous attend sur place. On récupère notre valise et puis on peut remonter dans notre train. Donc, en termes de déplacement, soit on est arrivé en train jusqu'à Dijon, et dans ces cas-là, on remonte dans un TER à Mâcon. Voilà, en tout cas, alors on peut, ou alors on repart directement de Mâcon pour redescendre vers la région lyonnaise, par exemple, c'est très très facile. Et puis si, par contre, on est arrivé en voiture jusqu'à Dijon, à Mâcon, on reprend un TER, on remonte jusqu'à Dijon et on récupère notre voiture. Il y a à peu près 25 minutes, 30 minutes de train entre les deux. Là encore, un train à peu près toutes les 30 minutes. Donc, c'est vraiment très facile. Alors, je vais vous rappeler un petit peu les essentiels de ces voyages-là, que vous compreniez bien donc, de quoi on parle. Donc, nous avons réservé les vélos. Les vélos sont en 3 tailles, en taille S, M et L, donc small, medium et large. Pour vous donner une idée, un vélo en taille S, c'est valable à partir du moment où on fait à peu près 1,50 m. Voilà. Donc, même si on est de petite taille, ces vélos sont adaptés. Et puis, un vélo en taille L va à peu près jusqu'à 1,85 m. Si on fait plus que ça, dans ces cas-là, on demande un vélo XL à notre loueur. Donc, tous les vélos sont assistance électrique. Ils sont tous équipés donc, de sacoches dans lesquelles on retrouve bien sûr un cadenas. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ce sont des vélos assez chers puisque ce sont des vélos assistance électrique. Donc, quand on prend notre vélo, on signe un petit document et on donne une empreinte de carte bleue. Donc, sur cette empreinte de carte bleue, votre compte n'est pas débité, bien sûr, mais c'est la caution qu'on laisse pour prendre notre vélo. Donc, il y a une assurance sur le vélo. Comment ça fonctionne? Donc vous avez votre antivol qui est avec vous dans les sacoches. Donc, bien sûr, le loueur vous explique le fonctionnement du vélo, le fonctionnement des batteries, etc. Il vous donne un cours complet pour que vous soyez autonome. Et une fois que vous êtes parti, vous avez cette antivol avec vous. Donc, partout où vous allez arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les régions développent le voyage en vélo. Donc, il y a des parkings à vélo un petit peu partout. Donc, c'est très facile de garer son vélo. Et puis, on pense bien sûr, à attacher son vélo avec l'antivol. Si quelqu'un vous vole votre vélo dans la journée, s'il casse l'antivol et qu'il part avec votre vélo, bien sûr, l'assurance fonctionne. Dans ces cas-là, vous appelez le loueur, il vient vous ramener un vélo à votre taille et l'assurance prendra en charge le vol du vélo.
Par contre, il faut bien penser évidemment à mettre son antivol, car si vous garez votre vélo et que vous oubliez de mettre l'antivol et que quelqu'un de malhonnête en profite pour prendre le vélo, eh bien dans ce cas-là, c'est vous qui êtes responsable. Voilà. Donc c'est important à le savoir. Alors, ce que m'ont dit les loueurs pour ces 3 parcours, c'est qu'à partir du moment où on a attaché son vélo, il n'y a aucun vol qui a lieu dans la journée. Les vols ont lieu essentiellement le soir et la nuit. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi que des hôtels qui sont équipés de locales à vélo. Tous ces locaux sont fermés, soit avec des clés, soit avec des codes. Et donc, dès que vous arrivez à la réception d'un hôtel, vous dites que vous êtes en vélo et la personne à la réception vous indique où se trouve le local à vélo. Et donc, vous pouvez mettre votre vélo dans le local. Là encore, par sécurité, vous mettez l'antivol et il n'y a jamais de vol de vélo dans ces locales qui sont prévus dans les hôtels. Voilà. Donc, c'est un point très important à comprendre et à se souvenir. Vous avez bien sûr, donc on a prévu des documents au quotidien qui expliquent un petit peu avec des cartes qui expliquent les parcours que vous avez à prendre. Alors ensuite, notre descriptif, on ne vous décrit pas comment dire l'ensemble du parcours que vous devez faire. Pourquoi? Parce que vous êtes sur des voies vertes, donc il y a une signalétique très importante qui a été mise en place. Je l'ai dit tout à l'heure, les régions veulent beaucoup développer ces parcours à vélo. Donc, dans tous les hôtels, dans tous les offices du tourisme, vous trouvez des cartes qui vous expliquent, là encore, les voies vertes qui sont disponibles. Alors, on donne aussi dans ces documents des visites qu'on conseille dans les journées. Ça sera à vous un petit peu de faire le tri, puisqu'il y a différents types de visites. Donc, c'est un petit peu en fonction de vos appétences, de ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de guide. Tous les matins, vous partez à l'heure que vous voulez. Vous prenez votre petit déjeuner à l'heure que vous voulez et ensuite, vous partez en vélo quand bon ça vous semble. Il y a entre 2 heures et 3 heures de vélo à faire dans la journée, je l'ai dit. Donc, vous avez amplement le temps de faire votre journée au rythme auquel vous désirez. Il n'y a pas de guide, on n'est pas obligé d'avoir des points de rendez-vous, d'être obligé de suivre un timing précis. C'est vraiment la liberté. C'est une chose importante à comprendre, c'est que le vélo, tous les gens qui sont en vélo, vous le verrez, ont un sourire fendu d'une oreille à l'autre. Le vélo, ça rend heureux parce que le vélo, c'est la liberté. Je pense que nous, les êtres humains, nous aimons la liberté. Et d'ailleurs, en ce moment, nous souffrons un peu d'une partie de cette liberté qui nous a été retirée. Donc, le vélo, c'est la liberté. C'est vrai que vous partez quand vous voulez le matin. Vous pouvez vous arrêter où bon vous semble. Dès que vous trouvez un endroit joli, vous vous arrêtez, vous prenez une photo. Vous voyez une terrasse, il est 10h30, vous avez envie de reprendre un café. Hop, vous vous arrêtez juste à côté de la terrasse, vous vous asseyez, vous prenez votre café. Voilà, une petite ville charmante, vous avez envie de déambuler, eh bien, vous arrêtez, vous mettez votre cadenas et vous allez vous promener. Voilà, c'est le principe de ces voyages, c'est vraiment la liberté. Donc, sont inclus donc ces vélos assistance électrique, les nuits d'hôtel, donc je vous ai décrit, les petits déjeuners. Voilà, est inclus également le transport des valises au quotidien et également le rapatriement des vélos. Les seules choses qui restent à votre charge, c'est votre billet de train pour arriver à votre point de départ et puis les déjeuners du midi et du soir qui sont à prendre en fonction de vos désirs. Là encore, vous pourrez choisir au quotidien ce que vous voulez faire. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des choses Oui, il y a eu pas mal de questions, Jean. Merci beaucoup. Alors, j'ai effectivement souhaité pas vous interrompre pendant la présentation parce qu'au fur et à mesure de votre présentation, vous avez répondu à certaines questions, notamment on avait des questions pour savoir s'il y avait des sacoches pour mettre au moins les objets personnels et vous nous l'avez bien confirmé. Savoir si c'était des voyages individuels ou en groupe, donc c'est plutôt individuel. Au niveau des dates proposées, il n'y a pas de date imposée. Vous m'aviez expliqué, vous avez pris des engagements sur plusieurs dates, sur une période qui va de quand à quand? Alors, en fait, on a bloqué, donc on a un départ toutes les semaines pour chacun des programmes sur la Touraine. D'ailleurs, il faut savoir une chose, je ne l'ai pas dit, mais que les 2 circuits sur la Touraine peuvent s'enchaîner l'un et l'autre, puisque dans un premier cas, on part de Blois, on finit à Tours, et l'autre recommence à Tours pour aller à Saumur. Donc, si on veut, on peut faire l'ensemble des 2 parcours. Donc, c'est un départ toutes les semaines donc qui démarre, donc théoriquement, ça démarrait dès maintenant, au mois d'avril. Bon, évidemment, ils se sont arrêtés avec le confinement, mais ça va d'avril jusqu'à la fin septembre. Un départ toutes les semaines pour chacun des programmes sur la Touraine et un départ toutes les 2 semaines sur la Bourgogne. Très bien. Vous y avez répondu aussi, les itinéraires utilisent
donc des pistes cyclables. Y a-t-il un dossier qui est remis avec les itinéraires papier et les coordonnées GPS? C'est un petit peu ce que vous avez expliqué aussi, comme quoi il y avait quand même un carnet de voyage. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas fait de parcours GPS parce que, je l'ai dit, on est sur des voies vertes et donc il y a une signalétique très importante qui a été mise en place par les régions et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ils font un grand effort et on les remercie. Voilà. Donc, ensuite, donc, les parcours sont vraiment très faciles à suivre. La signalétique est en place. Quand on est sur la piste cyclable, bah, vraiment, c'est tout bête. On suit la piste. Hein. Il se trouve qu'à certains endroits, donc les voies vertes quittent les pistes cyclables et on se retrouve généralement sur des routes communales. Mais là encore, à chaque croisement, il y a des panneaux qui ont été faits. Donc, nous, on a un petit document qu'on peut imprimer. Voilà, on a les renseignements utiles de la journée. Par contre, on n'a pas mis en place un tracé GPS strict. Pourquoi? Parce qu'on peut très facilement en fait quitter les voies vertes. Par exemple, à certains endroits, je l'ai dit, je pense que quand j'ai parlé des zones troglodytes hein, au niveau de la Loire, par exemple, on peut à la fois visiter cette zone-là et ensuite on peut revenir sur ses pas et remonter par un autre parcours, toujours en voie verte à travers les vignobles. Voilà, donc c'est vraiment très facile à suivre. C'est très simple. On n'a vraiment aucune difficulté pour suivre le parcours. Alors, bon, ça, c'était plutôt une boutade, je pense, par rapport au vignoble évoqué tout au long du parcours. Donc, effectivement, il n'y a pas d'éthylotest. Hein, Jean, vous confirmez qu'il n'y a pas de contrôle d'alcoolémie en vélo. Alors, j'ai demandé d'ailleurs, donc on a des dégustations qui sont prévues. Donc, c'est ce qui m'a inquiété d'ailleurs un petit peu. À chaque fois, je l'ai demandé aux gens, je dis, vous faites des dégustations raisonnables. Alors, généralement, il y a 4 vins ou 6 vins à déguster. Mais bon, vous savez que vous pouvez recracher, hein, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et si vous ne recrachez pas, eh ben, soyez vigilant quand vous remontez sur votre vélo, bien sûr. Si on a un problème, une panne du vélo, est-ce qu'il y a une assistance pendant la durée du parcours? Tout à fait. Vous avez le numéro du loueur et donc il y a un petit kit de réparation de crevaison. Alors tous les pneus sont des pneus anti-crevaison, c'est des pneus qui sont très résistants. Donc les loueurs me disent qu'ils ont très peu de crevaison dans l'année. Et on a malgré tout un petit kit de réparation avec entre autres une bombe qu'on peut brancher sur la valve de la roue hein, et qui injecte donc une mousse dans le vélo, donc qui permet de faire encore 2 heures supplémentaires. On peut donc réparer la roue soi-même si on y arrive. Et puis si on n'y arrive pas ou si on a le moindre problème, on appelle le loueur et le loueur arrive avec sa camionnette. Il prend un autre vélo à votre taille au cas où il y aurait un souci technique important. Et soit il fait la réparation directement sur place, et si c'est un peu plus compliqué, bah, il vous donne un nouveau vélo et lui, il repart avec l'ancien vélo. On a une personne qui nous demande si est-ce qu'on peut faire ses voyages avec son propre vélo, si on a soi-même un vélo électrique, est-ce que l'on peut, entre guillemets, réserver que la partie hôtellerie sans avoir la location du vélo? C'est une très bonne question, j'ai oublié de le dire et je vous en remercie. Effectivement, on a déjà eu pas mal de réservations de gens qui voulaient venir avec leur vélo. Donc, c'est quelque chose qu'on encourage d'ailleurs parce que quand on commence à faire un peu de vélo et qu'on est habitué à son vélo, c'est très bien de pouvoir faire son voyage avec son propre vélo. C'est beaucoup plus agréable. Donc oui, bien sûr, et dans ces cas-là, on refait un devis, on retire du devis le coût de location du vélo. Et c'est quelque chose qu'on encourage parce que c'est vrai que c'est très agréable d'être avec son propre vélo. Une fois qu'on a pris ses habitudes, c'est bien de le garder. Alors, notre directeur général, Monsieur Laurent, qui s'y connaît un petit peu en vin, conseille de ramener des bouteilles de la vigne de l'Enfant Jésus de la Maison Bouchard. Donc, ce n'est pas une question, c'est plutôt un conseil. Le soir, lorsqu'on est sur les étapes, est-ce qu'il faut reprendre son vélo pour aller manger? J'imagine que ça dépend un peu des étapes. Vous avez évoqué que des fois, on est quand même souvent en centre-ville, donc beaucoup de choses peuvent se faire à pied. Alors, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, tous les hôtels sont équipés de restaurants. Donc, évidemment, quand on est au Relais de Chambord, bien sûr, on est dans un très bel établissement. Alors, il y a des restaurants qui sont à proximité, donc on peut y aller à pied ou prendre son vélo pour faire 4-5 km. Mais sinon, à part cet hôtel qui est un peu particulier, tous les autres hôtels sont situés dans les centres historiques. Donc, on peut vraiment, ma priorité pour moi, c'était le soir quand on arrive, c'était de pouvoir mettre son vélo au local vélo et ensuite de tout faire à pied. Donc, vraiment, aucun problème. On n'est pas obligé de reprendre son vélo le soir. D'accord. On a vu que vous nous conseillez différentes excursions, de visites. Par contre, elles ne sont pas incluses. Néanmoins, est-ce que l'on peut réserver à l'avance des visites de château, par exemple? Oui, alors donc
bon, par exemple, quand on fait le parcours de Tours à Saumur, nous, on a inclus donc une dégustation à Chinon, on a également inclus donc une promenade en bagarre, là, donc ces bateaux traditionnels qui sont sur la Loire. Voilà, donc mais c'est vrai qu'on a inclus assez peu de choses. Pourquoi? Parce que justement, on s'est dit, il y a des gens qui vont aimer des châteaux, d'autres, une fois qu'ils en auront vu un, ils n'auront pas envie d'en voir davantage. Donc, ces parcours, en fait, vous pouvez trouver très facilement de l'information sur Internet. Réserver les châteaux à l'avance, c'est pas la peine parce qu'en fait, ils sont vraiment ouverts au grand public et ils peuvent accueillir vraiment des quantités de gens importantes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, eh bien, il faut regarder un petit peu sur les sites Internet des offices du tourisme. Voilà, à Chenonceau, je ne l'ai pas dit, mais on a vu une photo de quelqu'un qui était dans un canoë et qui était sur le plan d'eau. Donc, on a inclus, bien sûr, un tour en canoë. Donc là, vous pourrez passer sous les arches du château, par exemple, etc. Bon, tout ce genre de choses ne nécessite pas de réservation. Vraiment, au quotidien, on peut prendre ces décisions. En arrivant dans une étape, par exemple, on peut aller à l'office du tourisme, questionner la personne à la réception de l'hôtel, regarder un petit peu ce qu'il y a à disponibilité le lendemain et puis prendre un petit peu ses repères et éventuellement faire des résas. Mais voilà, franchement, en règle générale, c'est assez peu nécessaire de faire des choses parce qu'il y a déjà entre le parcours à faire, tous les arrêts qu'on va faire à droite à gauche, les arrêts photos, etc. Un arrêt pique-nique que je conseille souvent le midi parce que c'est très facile de prendre un petit sandwich quelque part et il y a beaucoup d'aires de pique-nique qui ont été faits le long de ces parcours. Voilà, donc il y a vraiment, il faut pas trop surcharger, faut pas trop s'inquiéter d'avoir à manquer d'activité parce que vraiment, en règle générale, on ne s'ennuie absolument pas dans ces parcours. D'accord. Est-ce que vous avez des vélos pour enfants, voire des vélos avec remorque pour tout petits enfants? Alors, donc tous les loueurs ont des vélos taille enfant, donc ils ont des 24 pouces, 26 pouces, hein, donc ça c'est la taille du cadre. On a gardé cette nomenclature anglophone en tout cas. Donc oui, donc les loueurs ont des vélos enfants. Ils ont également des vélos suiveurs. Donc vous savez, ce sont des vélos avec une espèce de grande barre avec une petite roue et donc on attache cette barre à la tige de selle en fait. Hein, et donc on peut mettre un enfant derrière qui va être sur son petit fauteuil et qui peut pédaler ou ne pas pédaler. En tout cas, il est relié au vélo de papa ou de maman et donc il se fait tracter pendant tout le parcours. Donc le vélo suiveur. Et puis donc il y a également des remorques qui peuvent s'accrocher. Hein. Généralement, elles s'accrochent au niveau du moyeu arrière, de la roue arrière. Et donc des remorques dans lesquelles on peut mettre facilement un bébé, effectivement, avec comment dire, avec l'équipement nécessaire. Voilà. Bon, avec le bébé, c'est un petit peu plus difficile, évidemment, parce que même si on a un vélo à assistance électrique, il faut là savoir qu'il va falloir transpirer un petit peu pour tirer le bébé. J'ai fait ça très souvent quand j'étais plus jeune. Donc voilà, mais oui, effectivement, les loueurs ont tout l'équipement nécessaire, quel que soit l'âge de l'enfant. Alors, on a une question sur les intempéries éventuellement. Qu'est-ce qui se passe si on réserve et puis finalement on a la pluie pendant 2 ou 3 jours? Bon, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup étudié en fait les statistiques de Météo France hein, pour réfléchir à ce problème-là. Donc bon, évidemment, si on a une météo catastrophique avec une tempête qui devait s'annoncer, nous on peut très facilement annuler le voyage, hein, purement et simplement. Bon, sinon, en règle générale, la statistique, c'est à peu près sur 5 jours, c'est se retrouver avec 2 heures de pluie dans une journée. Donc, c'est à peu près la moyenne en général. Hein. C'est très rare qu'on ait des journées entières de pluie. Les statistiques sont assez parlantes là-dessus. Donc, bon, ça se fait très facilement, en fait, même s'il y a un petit peu de pluie et qu'on n'a pas un grand soleil, ça fait partie de notre météo, de notre pays. Donc, on peut le faire malgré tout. Dans ces cas-là, on regarde sa météo un petit peu 10 jours avant et puis on peut se rendre chez Decathlon. Il y a des capes de pluie qui coûtent 15 € qui sont extrêmement bien faites. Donc, on met sa petite cape de pluie dans sa sacoche. Et puis, si à un moment donné, on a un peu de pluie, on déplie sa cape. On peut également donc faire des visites à ce moment-là. Moi, je fais beaucoup de voyages à vélo et c'est vrai que des journées entières d'intempéries épouvantables, c'est extrêmement rare que ça arrive. Mais si bien sûr, nous, on devait savoir qu'une tempête vraiment importante allait arriver et on allait avoir plusieurs jours de mauvais temps, dans ces cas-là, on proposera aux participants d'annuler purement et simplement le voyage. D'accord. On a vu que les bagages étaient transportés directement. Est-ce qu'il y a néanmoins un nombre maximum de bagages ou est-ce que... Oui, alors effectivement, alors on est parti sur une valise par personne. Bon, ça fait 2 valises pour un couple. Ce sont des voyages de 5 jours, donc je pense qu'en règle générale, ça devrait facilement coller.
Voilà, donc tous les matins, on laisse sa valise à la réception et la retrouve à l'hôtel du soir. Bon, je pense qu'une valise par personne, ça devrait, pour un périple de 5 jours, je pense que ça devrait être suffisant. Alors après, on a quelques questions techniques, notamment savoir si les casques vélos sont fournis, quelle est l'autonomie des batteries, combien de temps il faut pour les recharger, est-ce qu'il y a des prises à l'hôtel, voilà. C'est bien, plein de J'ai questions regroupé techniques quelques questions. et c'est des questions pertinentes. Donc oui, effectivement, les casques à vélo sont inclus. Ils ont différents types de casques avec différents types de tailles. Il y en a pour les enfants aussi également. Voilà, donc l'autonomie, alors c'est très variant en fonction des périples. Là, on est sur des périples qui sont extrêmement plats. Il y a très très peu de côtes. Donc les batteries tiennent facilement 60 km. Moi, j'ai déjà fait plus de 80 km avec ces batteries-là. Donc chaque batterie s'enlève du cadre il faut une petite clé. Cette clé nous est fournie par le loueur de vélo quand on prend le vélo. Et donc, on a également un chargeur qui vient avec, qui est avec son fil et qui se branche sur la batterie. Donc, c'est assez petit, ça se trouve dans la sacoche, là encore. Et donc, quand on arrive à l'hôtel le soir, eh bien, très simplement, si les compteurs nous indiquent la charge de la batterie, et si on a beaucoup utilisé la batterie dans la journée, on retire sa batterie. On la monte dans la chambre, ça prend à peu près 2 heures pour la recharger. Donc, pour un couple, eh bien, on peut aller, en arrivant dans la chambre, on branche une batterie. On peut aller se promener, bien sûr, aller visiter la ville, aller dîner, etc. Et quand on revient le soir dans la chambre, la première batterie est chargée. Et dans ces cas-là, on branche la deuxième batterie le lendemain matin. On est sûr comme ça d'avoir 2 batteries qui sont très chargées. Il faut savoir que dans la journée, en fait, sur du plat, il y a des moments où on a envie de couper l'assistance purement et simplement parce qu'on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Et dans ces cas-là, la batterie peut même durer plusieurs jours, en fait. C'est déjà arrivé qu'on fasse 3 jours sans avoir à recharger la batterie. Voilà, donc ça dépend un petit peu de chacun. La batterie, vraiment, les moteurs électriques sont vraiment miniaturisés, mais qui sont malgré tout très puissants. Donc, il y a à peu près 5 niveaux d'assistance. Donc, en général, quand on est sur du plat, de toute façon, on peut mettre au minimum donc, le premier niveau. Alors, soit on enlève complètement l'assistance, sinon on met au premier niveau. Et le premier niveau permet d'annihiler complètement le surpoids que génère la batterie et le moteur. Voilà, et à partir au 5e niveau d'assistance, là, on peut quasiment même pas l'utiliser sur du plat parce que l'assistance est trop importante. On va réserver ça sur des montées qui sont très abruptes. Voilà, donc par contre, il y a un rupteur qui permet d'enlever l'assistance parce que c'est vrai que sinon, on pourrait rouler extrêmement vite. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui s'amusent à enlever ce rupteur-là et dans ces cas-là, on peut monter à plus de 50 km/h. Donc, il y a un rupteur qui fait qu'au bout de 25 km/h, je l'ai dit tout à l'heure, l'assistance s'arrête parce qu'on considère que ça devient dangereux. Voilà, donc très facile. D'accord. On l'a vu, donc les hôtels choisis sont de très beaux hôtels, plutôt en centre-ville, qui permettent donc de dîner, non pas nécessairement à l'hôtel si on le souhaite, mais de dîner à l'extérieur, c'est dans les restaurants de la ville. Néanmoins, si on veut dîner à l'hôtel, est-ce que l'on peut réserver sa table à l'avance? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une bonne question là encore. Que ça soit à l'hôtel ou que ça soit dans un restaurant dans les environs. On est sur des toutes petites étapes. Bien sûr, on n'est pas dans un tourisme de masse. Ce sont des toutes petites villes historiques avec en général une dizaine ou une quinzaine de restaurants au grand maximum. Donc, que ça soit à l'hôtel, effectivement, ou que ça soit à l'extérieur, nous, on va donner quelques conseils encore dans nos documents techniques. Mais c'est vrai que j'encourage vraiment tout le monde à partir du moment où, en tout cas, si on désire faire un périple en vélo, de regarder un petit peu la restauration qui va être à notre disposition. Si on préfère le soir mettre son vélo, aller se doucher, puis ne plus aller se promener, évidemment, ne pas hésiter à réserver sa table à l'hôtel. Et sinon, si on veut au contraire aller se promener, moi, j'encourage vraiment les gens à regarder un petit peu sur Internet ce qui existe, regarder un petit peu leur goût et à faire leur réservation avant de partir. Parce que c'est vrai que voilà, ce sont des petits restaurants, bien sûr. Il y a généralement 20 places, 30 places, et c'est vrai que ça se remplit assez facilement dans la période estivale. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ses résas à l'avance. Est-ce que l'on doit communiquer la taille dès la réservation pour les vélos ou est-ce que le loueur s'adapte au moment de la prise de celui-ci? Non, effectivement, ça fait partie des choses qu'on demande dès qu'on a une réservation. On demande tout de suite à l'agence et à l'agent de voyage de nous communiquer la hauteur de chaque personne. Voilà. Et donc, on a des barèmes. Nous, on sait qu'entre telle taille et telle taille, c'est un S ou c'est un M ou c'est un L. Et donc, on pré-réserve à l'avance les vélos. Alors, en général,
les loueurs, alors surtout en Touraine, ils ont un nombre de vélos qui est relativement important. Donc, on peut faire un changement sur place si tout d'un coup, on a un M et puis finalement, on aimerait un vélo plus grand. Généralement, ça ne pose pas de difficulté. Mais nous, par acquis de conscience, on préfère bloquer les vélos bonne taille. Et par contre, en Bourgogne, la Bourgogne a une magnifique région, mais très peu de loueurs de vélos. Donc, bien sûr, on va bloquer les tailles. Et si on veut changer sur place, eh ben, là, on va croiser les doigts de pouvoir le faire. Nous, on préfère vraiment bloquer à l'avance pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Merci. On l'évoquait tout à l'heure, il y a la possibilité d'avoir des vélos pour enfants, voire des remorques. Donc, est-ce qu'il y a une tarification spéciale pour les familles, notamment sur les hôtels? Oui, alors dans ces cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a eu d'ailleurs pas mal de résas de familles. On ne s'attendait pas à ce que les familles soient aussi intéressées par le produit. Donc, en fait, à chaque fois, on fait quelque chose un peu à la carte en fonction de la typologie de la famille. On veut savoir s'il y a un ou deux enfants, quels sont l'âge des enfants, il y a des enfants qui sont très dynamiques. Je parlais avec une dame l'autre jour, elle me dit, j'ai mon fils à 10 ans, mais elle dit, vous savez, quand il est en vélo, il est toujours devant. Donc, elle, par exemple, le couple prenne la location des vélos, mais ils vont prendre le vélo de leur fils avec eux. Voilà, donc on refait un petit peu un devis. Et puis, en fonction de est-ce que les gens veulent des chambres communicantes ou est-ce qu'ils veulent partager la même chambre? Et puis, qu'est-ce que nous offrent les hôtels? Ce sont des tout petits hôtels. Je l'ai dit tout à l'heure, à part les 2 Novotel là, sur un des parcours en Touraine, les autres hôtels sont un nombre de chambres qui est assez restreint. Donc, dès qu'on a les dates et un petit peu la volonté de la famille, est-ce qu'ils veulent des chambres communicantes ou ils préféraient avoir une chambre avec 2 grands lits, on fait tout de suite les demandes aux hôtels, on voit ce qu'ils nous proposent et donc on rappelle l'agence pour dire ce qui est à notre disposition et on refait une tarification en fonction des disponibilités. Donc, la famille qu'on a eue l'autre jour, par exemple, il désirait une chambre communicante et en fait, on n'a que sur 3 nuits avec 2 hôtels où il y avait des chambres communicantes possibles. Et dans un des hôtels, eh ben, on a pris une chambre avec 2 grands lits. Donc, les parents seront avec leurs enfants pour une nuitée et les 3 autres nuitées, ils seront sur des chambres communicantes. Voilà. On est obligé de s'adapter parce que ce sont vraiment des petits établissements. D'accord. Alors, par rapport à votre dernier slide, vous avez noté tout est alloté. Alors, c'est vrai que c'est un jargon professionnel et donc on a un client qui nous demande ce que vous voulez dire par tout est alloté. Oui, alors on a pris ce qu'on appelle des allotements dans la profession, c'est-à-dire que donc pour chaque départ, je vais vous expliquer, c'est vraiment tout simple. Ce sont des stocks si on veut, hein, c'est un terme professionnel. Donc on a pris pour chaque départ, on est parti sur le principe qu'on aurait un maximum de 14 personnes. Donc on a bloqué, si vous voulez, 7 chambres, hein, 7 chambres doubles. Voilà, donc c'est pour chaque départ, on a un stock de 7 chambres dans chacun des hôtels. Et on a bloqué 14 vélos, par exemple. Voilà, donc c'est un peu notre stock. On appelle ça des allotements dans notre profession. Alors, est-ce que d'autres itinéraires à la carte peuvent être envisagés ou est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres itinéraires? Alors, on a plein d'idées. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que comme justement, nous avons bloqué à l'avance ces chambres d'hôtel et ces vélos, on n'a pas voulu partir sur un nombre de parcours trop important puisque ça aurait nécessité de bloquer énormément de chambres, énormément de vélos, etc. Et puis, je l'ai dit, le voyage en vélo, c'est quand même quelque chose qui est encore en devenir en France. Il faut savoir que le voyage en vélo s'est beaucoup développé dans énormément de pays. Les anglo-saxons voyagent beaucoup à vélo, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens, les Américains. En Europe, eh bien, il y a également beaucoup de pays qui voyagent en vélo, les Britanniques, les Néerlandais, les Allemands, les Scandinaves, etc. Nous, en France, on est un petit peu en retard pour l'instant sur le voyage en vélo. Donc, la France est le 2e marché européen du vélo, hein, en termes de nombre de vélos qui sont vendus chaque année. Mais en France, c'est un petit peu, soit ce sont les gens qui sont passionnés, qui sont des grands sportifs, soit c'est un petit peu la promenade familiale pendant la belle saison, la promenade du dimanche. Voilà, le marché français se dessine un petit peu comme ça. Donc, on sait qu'il y a beaucoup à faire pour évangéliser les Français et les convaincre de voyager en vélo. Donc, voilà, pour l'instant, cette année, on est parti donc sur 3 parcours. Donc, je vous l'ai dit, un départ toutes les semaines en Touraine et toutes les 2 semaines en Bourgogne. Donc, ça fait déjà énormément de chambres et de dates qui ont été bloquées. Voilà, donc pour l'instant, on est parti là-dessus. On va voir si ça plaît, si ça a du succès. Et si c'est le cas, on aimerait monter beaucoup d'autres parcours, effectivement,
la France est couverte de régions magnifiques. Hein, donc, l'Alsace, bien sûr, on a repéré l'Alsace. Il y a un magnifique parcours à faire en Alsace. De Bordeaux à Toulouse, par exemple, il y a une bonne semaine à faire, mais c'est vraiment très sympathique. Voilà, on a plein d'idées. Pour l'instant, on est parti là-dessus et on va voir si ça plaît ou pas. Très bien. Alors, il reste 2 questions. L'une qui est une précision. On a évoqué les bagages. Donc, vous avez dit une valise par personne. Est-ce que c'est une valise cabine ou est-ce qu'il y a une taille Absolument aucune taille de prérequis. Hein, n'importe quel type de valise, c'est une valise par personne. D'accord. Et vous avez évoqué sur certains des itinéraires des mini-croisières comme du kayak, par exemple. Est-ce que sur ces excursions-là, elles sont réservées à horaire fixe? Le client doit-il appeler la veille pour définir l'horaire? C'est une bonne question. Alors, quand on arrive à Saumur, donc on a prévu une promenade en bagarre. Donc, on l'a prévu en fin de journée. Donc, ça sera vraiment très facile d'y avoir accès, en tout cas, dès qu'on a fait notre périple. On n'a pas voulu générer de stress pour que les gens soient obligés d'arriver à telle heure absolument pour faire tel type d'excursion, etc. Donc, voilà. Donc, celle-là, effectivement, est à un horaire fixe, mais elle sera, en tout cas, tout le monde qui voudra la faire pourra la faire sans aucune difficulté, puisqu'elle est située à un moment donné où on est sûr que tout le monde sera là. Voilà. Et puis, par contre, le canoë au niveau de Chenonceau, là, c'est quand on veut. À partir du moment où on arrive, on visite le château d'abord et on fait notre petit tour en bateau ensuite, ou le contraire. Aucun souci. Voilà, les horaires, il n'y a pas d'horaire imposé. Et je vais prendre une dernière question, savoir s'il est possible de prolonger le séjour. Alors, on a vu qu'on pouvait combiner les 2 itinéraires, mais est-ce que l'on peut aussi prolonger par Tout à fait, oui, bien sûr. Si quelqu'un avait envie de prolonger, on a déjà eu d'ailleurs cette demande hein, sur Saumur, des gens qui voulaient en profiter pour aller au Cadre Noir, par exemple, etc. Donc oui, bien sûr, il faut pas hésiter, il faut nous demander. Et puis, comme j'ai dit, oui, tout à l'heure, effectivement, si quelqu'un veut rouler un petit peu plus longtemps, alors nous, on est parti sur des séjours qui sont relativement courts. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des gens qui, a priori, ne sont pas des fans du voyage en vélo. Donc, on n'a pas voulu faire des parcours qui seraient trop longs et qui auraient pu inquiéter quelqu'un qui n'a pas fait de vélo depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que nous sommes partis sur ces séjours qui font à peu près 5 jours, 4 nuits, 5 ou 6 jours, 4 nuits approximativement. Si on compte la première et la dernière journée, on est sur 6 jours. Voilà. Donc, on peut prolonger, évidemment. Et puis, si on le veut, oui, quelqu'un qui se sent à l'aise et qui voudrait en faire un peu plus, ne pas hésiter à combiner les 2 parcours sur la Touraine. Là, ça fait vraiment une très, très belle semaine, plus d'une semaine d'ailleurs. Et ça fait vraiment un très, très beau parcours. Très bien, merci beaucoup Jean. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que ça a suscité en tout cas beaucoup de curiosité, donc c'est plutôt encourageant. Je précise pour les personnes qui nous ont rejoints que cette visio a été enregistrée et que vous pourrez la retrouver et éventuellement la partager. Et on vous invite fortement à le faire auprès de vos amis notamment. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et donc, la semaine prochaine, notre Before nous emmènera en Grèce, donc quelque chose de complètement différent, mais c'est le but de ces événements, vous faire voyager une fois encore virtuellement afin d'avoir tout le plaisir de vous faire voyager pour de vrai. Et je crois que ces programmes de voyage à vélo ont suscité beaucoup d'envie et j'espère que cela se concrétisera dans nos agences. Parfait. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Jean-Eustache. Merci beaucoup. Très belle présentation. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.